Bonjour le pays et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Pause décoloniale, l'émission qui laisse micro ouvert aux femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie, du Pacifique et d'ailleurs et qui formule et reformule la société en contexte de décolonisation. Cette émission, c'est une contribution des femmes aux réflexions sur l'avenir de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Votre émission aujourd'hui se compose en deux parties. Dans un premier temps, vous entendrez la deuxième et dernière partie de notre interview avec Suzanne Joseph. Elle est journaliste, féministe et militante haïtienne et elle nous parle de la lutte féministe en Haïti, de ses défis et vous allez l'entendre, nous partageons pas mal de points communs. En deuxième partie d'émission, nous restons en Haïti puisque dans sa chronique littéraire, Anaïs Duong-Pédika va nous parler de la revue À l'Assaut qui est une collection d'essais publiés par l'organisation féministe haïtienne Néguès Mahon dont fait partie notre invitée Suzanne Joseph. Nous vous souhaitons une bonne écoute et une bonne pause décoloniale. Il y a deux volets que j'ai envie d'aborder. Là. Il y a la notion de lutte intérieure et lutte extérieure. Sur la lutte intérieure en étant lutte intérieure du pays avec la lutte contre le patriarcat, la lutte pour sa survie du mouvement, et la lutte extérieure avec la lutte contre l'impérialisme. Haïti est un pays indépendant. La Kanaki Nouvelle-Calédonie est en processus pour gagner son indépendance. Donc c'est là où ça va être intéressant de pouvoir en parler. Et l'autre volet, c'était également la notion de l'isolation linguistique. Haïti est un pays francophone entouré de pays hispanophones ou anglophones. Et ça rappelle la situation ici au pays, à savoir que la Calédonie est un pays francophone entouré de pays anglophones. Donc voilà. Aujourd'hui, quand on regarde le discours par rapport aux féministes haïtiens, il y a des personnes qui remettent en question, en dépit de tout ce que le féministe haïtien a fait, en dépit des victoires que le féministe haïtien a contribué à obtenir pour les droits humains en Haïti, en dépit de nos victoires. C'est-à-dire les victoires que nous pouvons avoir aujourd'hui. Oui. Les femmes se sont battues pour qu'il y ait des femmes dans les espaces de pouvoir en Haïti, dans le Parlement haïtien. Se sont battues pour qu'il y ait le quota de 30%. Les gens remettent en question ce quota, mais c'est un quota. C'est une mesure d'équité. Petite victoire, mais victoire. Parce qu'il y a des femmes qui sont... Maintenant, quelles sont les femmes qui sont dans ces milieux? Est-ce qu'elles contribue à l'avancée pour le respect des droits de la femme et à prendre d'autres mesures d'équité pour permettre que d'autres femmes y arrivent. On peut toujours questionner ça. Mais la réalité est que le mouvement féministe haïtien est jusqu'ici méconnu en dépit de tout ce que les féministes haïtiens se battent pour faire la lumière et faire comprendre le besoin de se battre. J'ai été dans d'autres pays et j'ai vu le féminisme dans d'autres pays, le féminisme brésilien, j'ai vu le féministe jamaïcain. J'ai vu d'autres pays où le mouvement fait face aussi peut-être aux mêmes défis que le féminisme haïtien à l'intérieur. Je crois que c'est lié aussi peut-être à notre histoire. Par contre, ce que moi, par exemple, le défi qu'on a en Haïti, où on est en train de faire des plaidoyers pour que les gens comprennent le respect, ce ne sont pas des droits qu'on demande, ce sont des droits qui existent. Tout ce que nous demandons, c'est que ces droits soient respectés et que le système patriarcal en soi nous met une pression. Et les valeurs les valeurs sociales et les valeurs morales que ce système met en place sont des valeurs comment je peux dire, qui oppriment la femme. Et ce que nous avons à l'intérieur du pays, c'est lié aussi, bon, évidemment, la société est plus enclin à aller d'un côté ou à un autre. Mais attention, ce que je veux souligner, c'est que par rapport à, on va dire, 2 décennies plus tôt, je suis heureuse aujourd'hui de dire qu'il y a des gens qui questionnent, il y a des gens qui, même dans leur questionnement, alors c'est là pour moi aussi, c'est une victoire, même dans ce questionnement, le mouvement, quelque part, est respecté. Parce que quand vous avez des personnages qui questionnent, mais qui en même temps qui disent « Je suis tout à fait d'accord qu'en tant qu'humain, vous avez des droits et qu'il faut les respecter. » Pour moi, c'est déjà un grand pas, un énorme pas. Maintenant, au-delà de ça, vous allez trouver des situations où on fait une sauce de genre et de féminisme. On va mettre des femmes à toutes les sauces, pas forcément des femmes qui comprennent aussi comment défendre, mais ce n'est pas l'important. L'important pour moi, c'est qu'il y a une compréhension de... Écoutez, ce sont 52% d'une population, 52% qui ont une voix, qui crient, qui veulent se faire entendre, au moins écoutons. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup on va dire, pour éduquer. Il y a beaucoup à faire au niveau structurel, au niveau politique public,
au niveau éducationnel, mais je suis confiante que c'est un combat que nous, féministes haïtiens, que nous avons porté, que nous portons. Maintenant, le combat le plus difficile, on va dire, dans ce cas-là, c'est par rapport à l'extérieur. Quand vous avez un système patriarcal marié à un système capitaliste qui, par rapport à l'histoire de notre pays, Haïti, premier pays noir, première nation noire, oui. Il y a si vous regardez ce qui se passe actuellement, si vous regardez ce qu'il y a comme relation au niveau de l'international par rapport à Haïti, il est évident, mais c'est d'une évidence, que nous sommes l'exemple parfait à montrer aux autres pays à ne pas avoir d'indépendance parce que ça ne nous a pas été utile à quoi que ce soit. Mais ça, c'est un discours. Oui. C'est un discours et qui, quand on regarde les initiatives, quand on regarde la manière de fonctionner au niveau des politiques étrangères, moi, je suis tout à fait certain, ce que nous vivons là, c'est du néocolonialisme. Des gens parlent d'impérialisme, moi je dis c'est du néocolonialisme, pur et simple. L'histoire contemporaine haïtienne, quand vous regardez depuis l'occupation américaine de 1915 à 1934, quand vous regardez les traités, quand vous regardez les accords bilatéraux, quand vous regardez les initiatives bilatérales, que ce soit entre les États-Unis et Haïti, que ce soit entre l'Europe et les pays de l'Europe et Haïti, c'est évident que c'est du néocolonialisme et que pour moi, elle est d'une simplicité à dire Première Nation noire, oui, mais écoutez, regardez ce qu'elle est. Oui. Ça ne ramène pas trop à grand-chose de devenir libre. C'est-à-dire qu'on utilise la situation d'Haïti pour manipuler l'opinion en disant, finalement, restez sous vos États colonisés, on va dire ça comme ça, puisque regardez, c'est l'exemple parfait de ce qui vous arrivera si vous menez votre lutte pour l'indépendance jusqu'au bout. C'est une manipulation. De manière simpliste, pour dire simple, oui, on le dit comme ça. Ça rejoint la situation que le Vanuatu, anciennement Nouvelles-Hébrides, donc c'est notre voisin le plus proche, joue ici le rôle d'épouvantail dans le discours. Ici, en Kanaki Nouvelle-Calédonie, on utilise souvent cet exemple du Vanuatu qui est devenu indépendant en 85. Le Vanuatu aussi joue ce rôle d'épouvantail dans le discours ici en Nouvelle-Calédonie. Écoutez, regardez les pays de l'Afrique. Je vais prendre l'exemple parce que nous, on est francophones. On va prendre les pays de l'Afrique francophones, d'accord? Quand on regarde leur lutte actuellement par rapport à cette volonté de se détacher de la France, si on regarde tout la bataille qu'ils ont actuellement contre le franc CFA et qu'ils veulent se détacher, la France en soi n'utilise plus ce franc. D'accord? Alors, pourquoi imposer à ces pays d'Afrique d'utiliser le franc? Quand vous allez regarder derrière, quand vous allez regarder, aller au-delà et comprendre ce qui se passe, c'est que toute l'économie française, sa survie vient de ça. Vous êtes peut-être libre, mais il faut continuer à nourrir votre colonie. Alors moi, j'aime bien utiliser, moi je dis souvent, là pour l'instant je suis aux États-Unis, les gens quand ils parlent de freedom and liberty, j'adore faire la différence et dire moi je connais la liberté. Freedom, il y a plein de restrictions qui peuvent venir avec, il y a plein un cas où qui viennent avec. La liberté c'est un cheminement, c'est un but. Haïti s'est battu pour avoir ça. Écoutez, quand on l'a eu, ce qui s'est passé, on a été complètement isolés, comme nous, on est isolés au niveau de la langue parce que autour de nous, il y a des pays qui parlent des langues différentes. On a été isolés après notre indépendance. Et pour moi, cette isolation, on a beau se dire, ou bien on a beau dire qu'il y a eu des relations bilatérales et qu'il y a des relations internationales et que Haïti s'est battu pour la création des Nations Unies, la création de sa Société des Nations, ensuite des Nations Unies, etc. Mais c'est un pays qu'on isole au fur et à mesure, tout comme on est en train d'isoler de beaucoup d'autres pays, pour moi, qui manifestent le désir de devenir libre, d'être libre. Parce que nous, humains, on est nés libres. Ouais. Moi, je reste à croire qu'on est nés libres. Le féminisme haïtien, elle est intimement liée à l'histoire de notre pays. Et donc, du coup, notre double lutte, elle est compréhensible. Et que pour moi, le féminisme haïtien, toute la résistance du mouvement pour sa survie en soi, et pour aussi la survie du pays est intimement liée. Et j'aime à dire que, comme nous parlions du féminisme haïtien, j'ai de plus en plus confiance dans l'avenir qu'il y a de plus en plus de personnes à être conscientes, quand je dis personnes haïtiennes et haïtiens à être conscients que cette lutte, elle est intime, que nos deux luttes, elle est intimement liée et que de plus en plus, on retrouve des gens à noter l'implication et la participation active des femmes, pas même pendant l'indépendance,
ça aussi, c'est une partie de notre histoire qui a été oblitérée. Mhm. Pas même pendant l'indépendance, mais même après, on commence à citer le nom de ces femmes qui se sont mis au devant de la scène, qui se sont battues pour que, non seulement pour le mouvement, mais aussi pour l'histoire de notre pays. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un qui a cité une femme qui a été assassinée et qui disait que on assassine encore les femmes, on assassine encore les féministes parce qu'elles sont toujours au devant de la scène pour les droits des humains et les droits de la femme. Parce qu'avant toute chose, nous, quand la situation ne va pas, on se bat d'abord pour les droits humains et ensuite pour nos droits. 2010, vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans l'interview, ça a été une catastrophe humanitaire et une catastrophe également pour le mouvement féministe, puisque beaucoup de leaders sont malheureusement décédés lors de ce séisme. Comment, c'est notre troisième partie, comment le mouvement féministe, est-ce qu'il a réussi à surmonter ce coup dur? Est-ce qu'il est encore en train de s'en remettre? Et comment vous voyez l'avenir en fait du féminisme en Haïti? Quels sont les prochains défis? Quels sont les prochains défis que vous voyez se profiler déjà à l'horizon? Moi, je dis souvent, quand on me pose des questions sur Haïti, sur le féminisme haïtien en particulier, je dis toujours, le féminisme haïtien, il a de très beaux jours encore devant lui. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus, premièrement, de générations de jeunes femmes qui embrassent le mouvement, qui entament, parce que aussi le mouvement, écoutez, c'est un processus à apprendre, à développer la pensée féministe, mais il y a de plus en plus de jeunes femmes à entamer ce parcours-là. Un. Deux, quand j'ai parlé du séisme, où j'ai parlé de têtes pensantes, mais quand je dis des têtes pensantes, mais vraiment, c'était les premières, c'était vraiment celles qui étaient devant en permanence, des femmes comme Magali Marcelin, comme Myriam Merlet, etc., qui ont perdu la vie. Ces femmes, quand elles ont perdu la vie, elles ont insufflé une rage à d'autres femmes, non seulement à embrasser le mouvement, mais pour celles qui étaient déjà dans la lutte, à prendre le relais. Vous avez des gens comme Sabine Lamour, vous avez des gens comme Natacha Clerget, vous avez des gens comme moi, juste pas pour être pompeuse, vous avez des gens. Ensuite, vous avez une génération, on n'était pas au devant de la scène, on était féministes, on était dans les organisations comme moi, je fréquentais souvent Infofemme, là où Myriam Merlet travaillait. Vous avez d'autres femmes comme Evelyne Sylvain qui était à CAIFOM, qui ont pris le relais. Daniel Magloire, évidemment, est toujours au devant de la scène, mais vous avez des jeunes femmes comme ça qui ont pris le relais. Et vous avez aujourd'hui encore de jeunes femmes qui prennent le relais. Quand vous regardez la coordonnatrice de Neguesma aujourd'hui, Pascal Solage, c'est des femmes qui ont pris le relais après le séisme. OK? Et il y a maintenant aussi de jeunes femmes qui prennent encore le relais. Donc, on a encore de beaux jours devant nous. Maintenant, les défis sont énormes. Pour moi, ce défi, c'est surtout ce qu'on appelle éducationnel. Mais attention, c'est pas, comme j'ai dit, c'est nos combats, nos luttes, notre lutte, nos revendications, elle n'est pas complètement différente de ce qui se passe au pays. Ce qui se passe au pays, c'est une éducation complètement à refaire. Oui. Il y a une réforme qui a été faite en 1982 et qu'on est en train d'essayer d'appliquer maintenant. Cette réforme, pour moi, elle est déjà vieille. Il faut une réforme qui prenne en compte le féminisme, l'intersectionnalité, le genre, la sexualité. Et à partir de là, on pourra dire que nous pourrons former des citoyennes et citoyens égales sur le même point d'équité. OK? Donc, du coup, on a encore des batailles à mener. Est-ce que le féminisme a empathie? Le féminisme a pris un coup, oui. Mais tout de suite après, le féminisme, tu vois, c'est comme, il y a cette idée négative de croire, quand tu coupes la tête d'un couleuvre, ça fait 7 têtes. Mais pour moi, c'est toujours une bonne chose parce que ça fait de la productivité. OK? Donc, du coup, il y a eu 7 têtes. Il y en aura peut-être 21 autres après. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas mort. Vous avez des femmes comme Darlene Alexis, qui est non seulement une citoyenne engagée, qui est féministe et qui est professeure à l'université, qui a un discours qui permet aux jeunes hommes, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de questionner et d'embrasser, pas d'embrasser forcément le féminisme, mais d'embrasser la lutte pour les droits humains, mais surtout d'embrasser la lutte pour le respect des droits de la femme. Oui. Vous avez des gens comme Sabine Lamour qui gère aujourd'hui SOFA, qui est à la tête de SOFA. Vous avez Daniel Magloire a repris la direction de CAIFOM. Elle était déjà à CAIFOM. Avant, c'était Magali Marcelin qui dirigeait. Maintenant, elle a repris Tout ça, pour moi, ce n'est pas perdu. Il y a des choses qui se font. Il y a eu la Commission nationale sur la violence faite aux femmes qui a élaboré, qui a développé des documents, qui a développé des formes sur comment accompagner les femmes en cas de viol, sur comment documenter les femmes, sur comment référencer quand il y a cas de viol. Cas de viol en cas de conflit, cas de viol en cas de gangstérisation. On n'aurait jamais imaginé que ce serait à ce niveau-là, mais on a eu ces documents-là qui ont été élaborés. On a eu la politique d'égalité homme-femme jusqu'à 2034, qui n'est peut-être pas appliquée à 100%, mais qui existe. Donc, on a la documentation qui peut guider.
Le 8 mars, on a eu 2 jeunes femmes féministes qui ont participé à une audition aux États-Unis, à la Commission des droits de l'homme, aux Nations Unies, pour faire valoir, voici les droits des femmes qui sont violés tous les jours, les droits humains qui ne sont pas du tout respectés. Et voilà ce qui se passe en Haïti pour l'instant. Donc, encore les femmes au devant de la scène, à se faire entendre, à aller à l'international et à dire votre politique d'étrangère, votre politique publique ne nous conviennent pas. Et aussi, le 8 mars, on a eu le lancement de Mooka. Le Mooka qui est un moteur de recherche. Et ça, je ne suis pas partie prenante du projet. J'ai vu passer. Oui. Et j'étais hyper heureuse de voir. Et j'ai commencé à faire de la promotion pour. Parce que nous, ce qu'on a besoin, et c'est un peu le travail qui a été fait à InfoFemme, la documentation. On a besoin d'être documenté. Vous Et avez... Mooka, c'est en ligne, donc c'est accessible. Et comme il y a un travail qui se fait en amont, donc du coup, il y a aussi beaucoup plus de documentation qui existait, qui sont disponibles, et aussi d'autres documentations à l'avenir qui pourront être documentées dans ce moteur de recherche. Je sais aussi qu'il y a un certificat qui va être lancé très bientôt, des études sur le féminisme, le genre et la sexualité. Et il y a aussi, par exemple, moi, je suis à Negues-Marron, mais je suis aussi à 100% femme. Il y a une enquête qui a été lancée aussi sur ce qu'on appelle la justice reproductive dans les milieux ruraux avec des organisations de base. Donc, il y a des activités qui se font. Il y a quand même des choses qui se font. Je reste à croire que que nous aurons à l'avenir beaucoup plus à offrir aux jeunes et qui auront hérité de ce combat, mais aussi que nous pouvons aussi avoir la possibilité d'avoir des résultats concrets pour de meilleures conditions de vie pour les femmes en Haïti. Le principal défi, on va dire ça comme ça, ce sera vraiment le défi éducationnel. Moi qui suis à 100% femmes, c'est notre perspective, ça fait partie de notre stratégie quinquennale. Oui. Parce que nous avons aussi compris que oui, on peut toujours faire des plaidoyers et des campagnes, mais aussi pour aller dès le plus jeune âge. Et donc, ce sera aussi notre priorité. Mais je sais que de plus en plus, il y a des webinaires, il y a des séminaires, il y a des rencontres, il y a des appels aux organisations de base à mettre en place des groupes exclusivement femmes et donc à pouvoir les partager des informations relatives à leurs droits et comment exiger le respect de ces droits. Donc, du coup, oui, c'est toujours au niveau large, c'est éducationnel. Éducationnel, nous, on va avoir des activités qui sont essentiellement dirigées aux jeunes, aux enfants, filles et garçons, mais aussi il y a des campagnes et des plaidoyers qui vont avoir lieu à tous les niveaux dans la société. Maintenant, est-ce que c'est une campagne ce sont des campagnes qui peuvent avoir lieu maintenant? Oui. Est-ce qu'elles vont porter fruit? Oui. Est-ce qu'elles seront aussi effectives que nous l'aurions souhaité? Peut-être pas, vu la situation sécuritaire actuellement en Haïti. Mais ce qui est un fait certain, le fait que nous ne nous taisons pas, nous ne nous sommes jamais tus, nous ne savons pas ce que c'est que de se taire. Donc, je suis certaine que quand ce sera possible de pousser 4 fois plus, on pourra le faire. Mais d'ici là, c'est tout ce que nous pouvons faire et nous le faisons avec beaucoup de passion. Merci. Moi, si vous le permettez, moi, je suis extrêmement intéressée je suis extrêmement intéressée au mouvement féministe à la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'en 2018, si je ne m'abuse, on avait, avec d'autres organisations, essayé de lancer un réseau francophone d'organisations féministes. Je sais qu'il y a tellement d'initiatives qui sont prises en parallèle. Je sais qu'il y a des initiatives qui se font. Mais je suis certaine que le féminisme haïtien, pendant que nous essayons de renforcer nos liens avec de mouvements féministes, parce que c'est quelque chose que nous avons entamé avec le féminisme brésilien et que je crois que je peux dire avec assurance que nous sommes assez proches. Ce serait hyper intéressant que nous pouvons avoir un lien avec le mouvement féministe de la Nouvelle-Calédonie. Pas seulement parce que c'est francophone, mais surtout parce que nous avons tellement de points communs historiques Tout à fait. Et contemporains. Tout à fait, tout à fait. Cette émission de la pause décoloniale avec vous comme invité, voilà, c'est un petit pas aussi dans cette volonté d'avancer ensemble, de s'inspirer des uns et des autres, de comprendre nos points communs, là aussi où on diverge, et de pouvoir voilà, avancer, puisque au cœur de chaque mouvement féministe, c'est l'humain qui est au cœur, chez vous comme chez nous, j'ai envie de dire.
Suzanne, ben, malheureusement, on arrive au terme de cette entrevue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que c'est une interview enregistrée donc, ce 10 mars 2023. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez un petit message pour nos auditeurs en Nouvelle-Calédonie? Je vais m'excuser auprès de tout auditeur, avec ER et RE. On dit auditrice, moi j'adore dire auditeur. Mais pour dire quoi, je veux surtout je veux surtout lancer un message aux féministes, surtout les féministes activistes, les féministes militantes. Prenez soin de vous. Il y a une campagne que nous appuyons, nous, à 100% Femmes, qui dit, vous prenez soin des autres, mais qui prend soin de vous. Donc, prenez soin de vous. Et dans ces moments d'adversité, parfois, c'est loin, ce n'est pas de la faiblesse que de prendre du recul, se ressourcer avant de se remettre à la tâche. Donc, prenez soin de vous. Ben, merci beaucoup pour ce message. Suzanne Joseph était notre invitée aujourd'hui de la pause décoloniale. Merci beaucoup pour nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour nous parler plus en détail et en profondeur du féminisme haïtien. On l'a vu à plusieurs reprises tout au long de cette interview que on partage beaucoup de points communs avec ce mouvement. Et merci beaucoup, Suzanne. Merci et j'espère à une prochaine, à la pause décoloniale encore. À bientôt, merci beaucoup. Nous aussi, on espère vous retrouver bientôt. Au revoir. Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de notre interview avec Suzanne Joseph. Elle est journaliste, militante et féministe haïtienne. Et nous allons rester en Haïti avec la deuxième partie de l'émission puisque Anaïs Diong-Pédika va nous parler de la revue haïtienne À l'assaut publiée par Neges Mahon, une organisation dont fait partie notre invitée Suzanne Joseph. Bonjour. Alors aujourd'hui, l'ouvrage que je vous présente est une collection d'essais publiée par l'organisation féministe haïtienne Neges Mahon. Neges Mahon a été fondée en 2015 et lutte pour l'émancipation des femmes et leur libération de toutes les formes de violence et d'oppression qu'elles subissent. Elle veut notamment contribuer à l'amélioration des conditions des femmes et des filles en Haïti en s'impliquant dans la promotion, la défense et le renforcement de leurs droits sur le plan social, culturel, économique et politique. Les luttes de Neges Mahon s'inscrivent dans une perspective de combat radical contre tout système entravant la jouissance pleine et entière des femmes, de leur humanité et de leurs droits. Publié en 2021 par les éditions Sileps, il s'agit là du premier numéro de la série d'ouvrages qui s'intitule À l'assaut. Ce premier numéro étant sur le thème Résistance, avec pour directrice de publication la militante, autrice et essayiste afroféministe Fania Noël. Ce que je trouve intéressant avec cette série, c'est qu'elle est plurilingue, c'est-à-dire qu'on peut soit acheter et lire la version en créole haïtien et français, ou la version en créole haïtien et en anglais. En effet, dans leur introduction, Neges Mahon écrivent: cette large diffusion en créole haïtien, en français et en anglais vise à contourner notre situation d'insularité en tant que seul État-nation de la région à parler le français, à pallier la barrière linguistique et géographique inhérente à Haïti en tant qu'exception francophone insulaire indépendante. En effet, cette singularité haïtienne ralentit considérablement la diffusion de nos réalités et de nos combats auprès de nos camarades militantes féministes en Amérique latine et dans la Caraïbe, qui partagent les mêmes problématiques sociales, économiques et politiques. Fin de la citation. Donc j'ai trouvé cette approche assez intéressante, plus particulièrement si on compare à notre contexte pays et océanien, où on retrouve une dynamique linguistique assez similaire, étant avec Tahiti Nui les seules îles francophones du Pacifique. Et je mets francophone entre guillemets, puisqu'il y a plein de langages autochtones. Donc proposer une collection de textes féministes traduits permet de ne pas seulement disséminer dans nos cercles, mais aussi de diffuser ces réalités et combats au-delà de cette barrière de la langue. Ensuite, pour moi, Haïti est intéressante car, petit rappel historique, en 1494, Christophe Colomb arrive en Haïti, qui est habité par le peuple autochtone Taïno. C'est le moment à partir duquel commence l'invasion européenne, qui est vécue comme une catastrophe de par l'extermination du peuple Taïno. La main-d'œuvre coloniale se base sur la mise en esclavage de personnes capturées sur le continent africain. Des résistances s'établissent, se vivent et s'orchestrent, et après l'insurrection d'esclaves de 1791, Haïti devient la première république noire indépendante en 1792. Le sociologue Jean Casimir, qui a écrit une histoire décoloniale de Haïti, démontre qu'avant et après la proclamation officielle de l'indépendance, les anciens captifs des plantations coloniales expérimentaient déjà des initiatives souveraines et autonomes basées sur les relations réciproques solidaires et donc se met en place après 1804 un système de contre-plantation inspiré des modes de vie d'anciennes nations africaines et qui se développe notamment dans le milieu rural haïtien. Donc, sa reproduction de ce système de contre-plantation est assurée par des petites plantations autonomes dans l'objectif est de subvenir aux besoins internes du pays. Ce modèle économique est un succès et il s'oppose à la grande plantation qui est un héritage de la colonisation.
Cependant, Fegenson Hermogène écrit que l'occupation américaine de 1915 va saper le fondement du monde rural haïtien, d'où probablement les vagues migratoires que va connaître le pays durant cette période. En effet, des centaines de milliers de compatriotes vont s'installer à Cuba, en République dominicaine, pour travailler dans les grandes plantations des entreprises capitalistes nord-américaines. Donc pour en savoir plus sur le sujet, je vous encourage à lire l'article en ligne qui s'intitule « L'histoire officielle d'Haïti fait trop de cadeaux à Christophe Colomb » de Fegenson Hermogène, où il parle notamment du travail du sociologue Jean Casimir. De mon côté, je trouve la position qu'Haïti occupe assez intéressante dans le contexte français, car selon moi, il y a des liens avec le Vanuatu. Notamment, l'historien guadeloupéen Joao Gabriel explique que, et ici je le cite, en Guadeloupe, pour les garants de l'ordre français, Haïti joue le rôle de figure repoussoire. De même, dans les discours courants sur la situation d'Haïti, on parle peu des entraves économiques et politiques établies par la France avec la dette imposée suite à l'indépendance. Ici, on fait référence aux indemnités qui ont été versées aux anciens propriétaires d'esclaves, imposées par l'État français à Haïti, qui a plongé le pays dans un endettement chronique. On parle aussi peu de l'occupation des États-Unis et ainsi de suite. Donc je trouve cette réflexion assez intéressante car elle nous renvoie notamment au rôle que le Vanuatu joue dans les discours politiques au pays. Le Vanuatu est aussi une figure repoussoire politique pour les non-indépendantistes, puisque c'est la misère, l'instabilité et la pauvreté qui sont souvent mises en avant, sans même soulever les difficultés que le pays a rencontrées post-indépendance, liées en partie au fait d'avoir été un condominium et donc une colonie franco-britannique. Donc en fait, dans le cas d'Haïti et du Vanuatu, on évacue la question coloniale et notamment la responsabilité française dans la situation économique et politique contemporaine de ces deux nations indépendantes. Donc pour en revenir à notre livre, À l'assaut est intéressant puisque les auteurs résistent ce mode de représentation. En effet, Negues Mahon écrivent que, et ici je cite, À l'assaut est une proposition de diffusion de la pensée et de voix féministes, loin des clichés sur le féminisme du tiers-monde, cantonnés à l'assistance d'urgence. À l'assaut est une plateforme par les femmes et féministes haïtiennes en Haïti et de la diaspora afin de diffuser nos idées, nos positions, notre vision et nos aspirations. À l'assaut vise non pas à réclamer, mais à rappeler que la nation haïtienne est un projet politique de libération radicale porté par les femmes dès sa conception. À l'assaut est aussi une déclaration de notre détermination et notre engagement féministe pour la liberté de disposer de son corps, de son existence, mais aussi de l'accès au bonheur, aux ressources et au bien-être. Fin de citation. Donc il y a 9 textes et contributrices dans cette collection et je ne vais pas pouvoir avoir le temps de vous présenter tous les textes en détail, mais brièvement, je vous fais un petit sommaire. Donc, Susan Joseph écrit sur l'histoire du mouvement féministe en Haïti, qui tient compte de l'implication et la participation active des femmes dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Ensuite, Rose Mirly-Joseph, dans son texte Nouer le tablier, parle du travail domestique des femmes paysannes en montrant que la vie des hommes dépend du travail des femmes, le progrès des femmes se fait sur la misère des plus démunis et que par-delà les frontières, les pays riches et les pays pauvres s'entendent sur l'exploitation des plus défavorisés. Puis, Laura Louis parle de l'expérience de Anne-Rose Décimus en tant qu'ouvrière dans une usine et des dures conditions de travail, notamment dues aux longues heures de travail, aux inégalités de genre dans les postes, l'interdiction de faire des pauses, l'inaccès à l'eau potable ou aux serviettes hygiéniques pour les ouvrières. Et elle parle de son militantisme syndicaliste afin d'obtenir des changements dans les conditions de travail des ouvrières. Puis l'architecte Isabelle Jolicoeur écrit sur les violences urbaines et architecturales. Elle écrit que, je cite, « L'architecte en tant que prestataire au service de la société ne devrait pas créer un espace qui reproduit ou maintient les phénomènes d'injustice et de hiérarchisation spatiale, trop souvent observés dans l'architecture haïtienne de notre passé colonial. Une femme a le droit au respect et à la dignité en se dévêtissant dans une clinique. Une jeune fille a le droit à la sécurité dans les toilettes publiques. Un personnel de soutien a droit à un espace de vie de qualité, convenablement éclairé et équipé. Ne l'oublions pas. » Fin de citation. Ensuite, Joanne Joseph, dans son texte Rêve calciné, parle de son expérience en tant que marchande et des violences qui gravitent autour de cette expérience. Elle parle aussi des difficultés économiques en tant que mère veuve et elle fait une critique de l'État, des institutions et des autorités. Elle écrit « L'État pour moi c'est ma faim, mes dépenses pour l'université et pour les soins de santé de mes enfants. Je ne reconnais comme autorité que ma grande gueule que j'ouvre aujourd'hui pour vomir tout ce qu'on me force à avaler. » Suit le texte de Katia Henry qui prône une approche féministe de la prise en charge du traumatisme en Haïti, qui donc reconnaîtrait les problèmes systémiques de la société, dont le niveau d'éducation et les capacités économiques des femmes dans les interventions en psychiatrie et psychologie. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'identifier un trouble ou des troubles chez la ou les femmes, mais de comprendre comment leurs conditions de femmes participent à les rendre victimes, plutôt que de leur faire porter la responsabilité de leurs agressions, comme cela peut souvent être le cas. Dans un autre texte, Rebecca Bunny dresse le portrait de Gabrielle, ou Gabi la Lumineuse, une femme trans qui, malgré la transphobie, l'insécurité et la violence envers les femmes trans et le manque d'acceptation, porte sa féminité comme bon lui semble.
Chana Jean-Baptiste propose ensuite une critique de la vision féministe de Jean Pries-Mars, un homme politique haïtien, en montrant les limites de son approche et plus particulièrement en démontrant l'exclusion qu'il fait des femmes paysannes de sa vision du féminisme de demain. Enfin, Stéphane Martelly clôture l'ouvrage avec un texte intitulé « Penser depuis le lieu de ce silence ». Elle finit avec ces mots, et je cite « Ma voix n'est jamais seule. Et je parle les pieds plantés dans le silence. Le silence qui depuis toujours veut effacer ces femmes, alors que nous, qui avons connu le rasoir, la gilette ne nous fait pas peur. » Fin de citation. Donc, il s'agit d'une collection de textes qui affirment l'existence, l'humanité et les luttes des femmes haïtiennes, comme l'indique le thème « Résistance », un thème que le collectif Neges Mahon explique comme tel. Résistance à la marginalisation, au désespoir, à la violence et à l'effacement. Cette résistance se traduit dans nos luttes collectives, mais aussi dans notre entêtement quotidien à rester debout et à combattre pour plus de liberté, de bonheur et de justice. Vous venez d'entendre la chronique littéraire d'Anaïs Diong-Pédika qui nous a présenté la revue haïtienne À l'assaut, publiée par l'organisation féministe Neges Mahon. Merci à notre invitée Suzanne Joseph d'avoir accepté notre invitation. Merci à Anaïs pour sa chronique littéraire. Merci à Radio Jido pour la diffusion de notre émission. Et merci à vous, chers auditeuristes, mélange d'auditeurs et d'auditrices, pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous le 4 mai pour une nouvelle pause décoloniale et vous pouvez retrouver cet épisode sur la page Facebook La Pause Décoloniale ou nos podcasts sur notre chaîne YouTube La Pause Décoloniale KNC. À bientôt.